bitte begrüßen Sie ganz herzlich mit mir. Bienvenue, re-bienvenue à Lucerne, Jean Nouvel. Ils ont vu tous vos bâtiments déjà, hein, autour du monde. Et on va vous suivre autour du monde, c'est ce qu'on a dit. Alors que vous vous promenez aujourd'hui le long du lac Lucerne, dans la direction du KKL, quelles pensées vous sont venues à l'esprit aujourd'hui? Quand j'arrive à Lucerne, j'ai déjà le souvenir de mes premières émotions. C'est-à-dire que Lucerne est une ville historique absolument fabuleuse, est une ville historique avec beaucoup de caractéristiques déjà géographiques, géologiques. Bon, c'est un site fabuleux. Et quand j'ai appris que je pouvais essayer de faire un bâtiment important ici, c'était pour moi évidemment une sorte de Graal, quoi, hein. Donc je voulais vraiment arriver à faire cela. Et à chaque fois, je redécouvre un peu la géographie, je redécouvre le lieu lui-même. Et je crois que c'est sur les lieux les plus extraordinaires qu'il faut faire le plus attention à l'architecture. Hein, c'est eux qui méritent quand même le plus d'attention et d'essayer de travailler en synergie, d'améliorer les lieux. Il y a une sorte de tendance aujourd'hui, c'est que si un lieu est beau, il faut interdire la construction. Et ça, c'est dangereux et c'est une sorte de mépris de l'architecture absolument terrible. Là, on a échappé à ça parce qu'il y avait déjà quelque chose là. Mais maintenant, c'est à peu près ça. Donc, rarement, on se retrouve devant des sites extraordinaires et avec une ambition architecturale annoncée d'abord. Il me tardait de revoir le bâtiment dans son contexte. Aujourd'hui, c'était très particulier parce qu'il y avait quand même beaucoup d'animation et de pagaille devant, ce que j'aime bien. Hein, c'est-à-dire que là, pour moi, ce bâtiment, c'est quand même avant tout une place couverte. Une double place couverte, parce que c'est une place couverte au niveau du sol et c'est une place couverte sous la toiture. Donc, quand on est là-haut, il y a quand même une vision de la ville, une vision du paysage, une vision des lointains, des bateaux, et avec le plafond, si j'ose dire, de la place, ou le toit de la place vu d'en dessous, qui est un faux miroir. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est volontairement flou. Hein, c'est-à-dire que les bateaux, quand on voit passer là, les traces de lumière, etc., bon, ça donne tout de suite l'ambiance, je dirais, d'un lieu public qui est protégé et qui est vraiment, pour moi, dans la continuité de ce qu'est Lucerne. Et je trouve que ce qu'est Lucerne, c'est une leçon aujourd'hui par rapport à l'architecture contemporaine. C'est-à-dire que Lucerne, en fonction du climat, évidemment, c'est très souvent protégé. Le pont est découvert, il y a beaucoup de rues et de passages qui sont couverts. Et finalement, ça se joue toujours entre intérieur et extérieur, avec toujours ce mythe de l'araignée. Hein, si les araignées sont là, c'est que c'est bon, on peut vivre là. Bon. Et ces lieux qui sont ouverts et habités, même s'il pleut. Bon, et maintenant, ce qui se passe dans l'évolution des villes et avec le problème climatologique, bon, c'est qu'en fait, il faut aller de plus en plus vers des lieux comme ça, vers des lieux qui correspondent à ce qu'on appelle le ma dans l'architecture japonaise, c'est-à-dire des lieux qui ne sont ni dedans, ni dehors, et qui sont souvent les plus vécus en temps de vie. Et ici, donc, la place, c'est un lieu couvert, c'est un lieu ouvert, couvert. Quand on est en haut pour l'entracte et qu'on découvre tout ça, les gens veulent rester là-bas. Du côté du musée, c'est la même chose. Ils sont bonjour d'un côté à l'autre. Bon, donc ils sont dedans, dehors. Et la plupart des architectures que je travaille
On pourrait citer Nemosus, par exemple, où j'ai essayé de faire des appartements et réussi à faire des appartements plus grands que d'habitude à cause d'une loi Rex, réalisation expérimentale, que j'ai pu faire à l'époque. On n'arrivait pas à faire des terrasses parce qu'il y avait des normes, etc. Bon, j'ai fait des grandes terrasses sous les arbres, des terrasses qui sont couvertes par d'autres terrasses, donc avec des façades qui s'ouvrent entièrement dans les HLM sur les panneaux comme ça, qu'on peut entièrement ouvrir, donc on est dedans, dehors, etc. Donc ça, c'était une de mes convictions préalables. Je savais qu'il fallait que l'architecture soit avant tout un lieu animé, un lieu de vie, et un lieu qui s'intéresse à ce qu'il y a autour de lui, et un lieu qui appelle à être visité, et qui appelle à rester dans l'ombre, à rester sous les arbres qui sont là, à regarder les choses aussi de près. Donc tout ça, ça fait partie du jeu, et Lucerne est au cœur de ce genre de préoccupation. Vous avez également réalisé d'autres projets dans le domaine des salles de concert, des opéras à Copenhague en 2009, la Philharmonie de Paris 2015 et également actuellement à l'Opéra de Shenzhen. Comment le KKL s'intègre-t-il spécifiquement dans ces réalisations diverses? Ben écoutez, là c'est une question qui est symptomatique parce que toute architecture, a priori, doit se servir du lieu où elle est. Donc il n'y a pas de qualité à être différent en soi. On devrait toujours être différent. Or c'est vrai que le XXe siècle nous a mal habitués. C'est-à-dire qu'on est rentré dans l'ère du clonage, on est rentré dans l'ère de la production en série, on est rentré dans l'ère de l'anonymat, on est rentré dans la ségrégation sociale, on est rentré dans des tas de choses qui n'ont plus rien à voir avec l'architecture et l'essence de l'architecture. L'architecture, c'est avant tout la pétrification d'un moment de culture. Vous ressentez ça, vous, dans les banlieues françaises actuellement ou ailleurs? Je parle de la France parce que je connais mieux. Mais la Suisse est quand même très privilégiée de par sa géographie aussi, de par une densité urbaine qui est quand même très, très raisonnable encore. Mais quand on regarde ce qui se passe dans le monde actuellement, il y a une sorte de généralisation et de clonage de bâtiments qui sont déjà prédessinés. Avec les ordinateurs, maintenant, on prédessine les centres commerciaux, les bureaux, les logements, enfin, tout ça, c'est déjà prêt. Vous changez un paramètre, vous remettez un étage. Bon, tous ces bâtiments, ils n'ont plus d'âme. Ils ne savent pas où ils vont aller, ils ne savent pas où ils vont débarquer. Bon, donc un bâtiment ne le débarque pas, on l'embarque. Revenons un peu plus de 25 ans en arrière, lorsque Lucerne a lancé un concours d'architecture, il y a plus ou moins 25 ans. Qu'est-ce qui vous attirait à Lucerne à ce temps-là? Vous avez déjà mentionné le lac, les réflexions qu'on voit sur le lac. Et il y avait ce concours d'architecture. Parlez-nous juste un peu de ce concours. C'était un concours bizarre. C'est un concours à la Suisse, mais on aurait pu dire que ça aurait pu être un concours à la française aussi, parce que ça aurait pu nous arriver. Mais vous faites un concours international, vous sélectionnez 3 architectes, le 3e est suisse, donc vous ne prenez pas le premier, vous prenez le 3e puisqu'il est suisse. Bon, c'est la première chose, ça a commencé comme ça. Bon, donc pour moi, j'avais oublié Lucerne. Pendant 2 ans ou 3 ans, je ne me souviens plus combien ça a duré, mais c'était long. C'était Lucher qui avait gagné ça, lui. Donc, il était un homme sympathique, d'ailleurs, je sais pas où il est, c'est aujourd'hui, mais s'il a encore de nous, parmi nous, je dirais, mais il était un peu plus âgé que moi, je crois. Oui, mais le projet que vous avez soumis à ce temps-là, ça s'appelait Opus. Hein? Opus? Opus? Oui. Votre projet? Oui, je l'avais appelé Opus. Opus Incertum, c'est ça? Vous avez dit, oui, avec Emmanuel Catani, hein? Vous avez soumis un projet pour Lucerne pour le concours. Oui, ça s'appelait Opus. Mon associé pour gérer la boîte, c'était Catani. Oui. Et c'était quoi la différence entre Opus et ce qu'on voit aujourd'hui au KKL? Non, ce projet-là, il partait du principe qu'il y avait déjà une architecture tout à fait intéressante sur le site,
qui était une architecture des années 30, j'ai plus le nom de... voilà, c'est ça. Voilà, c'est lui. Je trouvais ce bâtiment intéressant. Oui. Je trouvais que c'était un témoignage tout à fait correct et je trouvais qu'il méritait de vivre. Donc j'avais décidé de mettre une architecture je dirais navale pratiquement, qui était en face de ce bâtiment exactement, et qui le mettait en valeur comme si ça était fait pour lui aussi, mais qui avait un petit défaut, il était sur l'eau. Et je ne savais pas que c'était totalement interdit, même pour les grands projets, de construire quelque chose sur l'eau. Et en fait, donc, il a été interdit de construire sur l'eau. Sinon, vous auriez eu quelque chose qui aurait peut-être été de cet ordre-là par rapport à quelque chose qui aurait été une île, en somme, face à ce bâtiment. Bon, ça a été refusé par vos systèmes démocratiques que j'admire, d'ailleurs. Non, mais c'est vrai. Ils ont dit, j'ai vérifié... alors, la ville de Lucerne, elle a rejeté votre projet Nouvelle-Catanie à l'époque, car vous n'aviez pas respecté les conditions du concours en utilisant trop de terrain lacustre. Ça, c'était vraiment ce qu'ils ont dit à ce temps-là. Ça ne m'étonne pas de moi. Hein. Et on a sélectionné le projet classe 3e Maoli Bay de Rodolphe Lüscher. À ce temps-là, exactement. Qu'est-ce que vous avez dit quand vous avez reçu cette information? Vous avez dit, oh, mais c'est la vie. Vous savez, j'ai quand même fait pas mal de concours. J'en ai perdu plus qu'à mon tour. Donc je suis tout à fait blindé. Et je pense que la loi du concours, c'est qu'il ne faut pas faire de concessions. Il faut faire ce qu'on doit faire et pas faire ça pour gagner ou pour trouver le truc qui ferait qu'on passerait à côté de la difficulté. L'avantage de la situation, c'est que quand vous gagnez, vous êtes à un certain niveau. C'est-à-dire que vous êtes sûr que vous allez faire quelque chose qui est correct. Si avec un concours, vous acceptez quelque chose qui est incorrect alors que vous le donnez, il ne faut pas faire le concours. Donc c'est ça le jeu du concours. Mais il n'est pas joué comme ça par les architectes en général. Il est joué comme ça par les artistes en général, parce qu'il y a des concours autres qu'architecturaux. Mais l'intérêt, c'est de pouvoir réaliser quelque chose qui a une vraie ambition, qui correspond à la situation d'abord et qui ensuite est juste un projet juste, comme aurait dit Godard. Hein, je veux juste faire un projet juste. Mais c'était un film, lui. Enfin. Lucerne vous a donné l'opportunité de faire un projet juste en 1992 ou 1992 pour le roman. Rodolphe Lüscher, il a renoncé au projet et vous avez reçu un coup de téléphone ou bien une carte postale, une lettre, un email. Un petit cœur. Alors, on vous a fait un message. Voilà, on voudrait bien vous accueillir. J'ai rien reçu, mais bon, j'ai été classé premier, mais j'étais pas deuxième non plus. Donc, il pouvait y avoir des discussions aussi. Bon, j'ai pas considéré que finalement, j'ai compris que le dispositif était un peu différent de celui que j'imaginais. Mais ça arrive souvent sur les concours. Vous avez commencé à travailler avec Russell Johnson. Qui est Russell Johnson? Et c'était comment cette collaboration? C'est pas moi qui l'ai choisi. Hein. C'est pas moi qui l'ai choisi. Alors, on vous a demandé de travailler avec Russell Johnson. C'était comment exactement? Non, je l'ai découvert, l'homme. C'était un homme formidable. Hein. Et on a beaucoup parlé de ce qu'on allait faire. On a beaucoup parlé... lui, il avait une expérience acoustique très très forte avec Birmingham et des projets comme ça qui étaient très connus dans le monde de l'architecture et pas uniquement de l'acoustique. Donc avec lui, on est entré dans l'aventure ensemble. La grande question pour moi, quand je suis arrivé là, c'est que je trouvais que la boîte à chaussures, c'était une typologie qui écartait d'emblée beaucoup de musique qui ne sont pas adaptées à ça. Donc on a parlé de ça, il m'a expliqué qu'il avait fait à Birmingham des choses avec
des chambres d'écho. Et je lui ai dit, mais moi, c'est exactement ce que je voulais faire. Je voudrais qu'il y ait autour de ça quelque chose qui permette d'accueillir d'autres types de musique que celles qui sont, je dirais, complètement classiques par rapport à ce type de lieu. On a pris l'habitude de mettre de la musique dans des lieux. C'est le cas avec les églises qui sont extraordinaires, parce qu'il y a une correspondance qui est magnifique. Ça se fait aussi avec certaines grottes et certaines... donc ça, c'est la coïncidence du lieu avec un son. Et c'est assez étonnant qu'on puisse, à un moment, dire finalement, je vais faire de la musique dans un lieu qui va s'adapter à la musique, qu'on va adapter pour qu'il puisse prendre différentes choses, qui n'est pas uniquement une musique classique que l'on peut identifier ou autre chose, ou pour des chants grégoriens ou je ne sais quoi, bon, peu importe, pas spécialement faite pour ça, mais aussi qui peut adopter ou qui peut adapter un certain nombre de programmes très très différents. Et c'est ça qu'on a essayé de faire, que j'ai essayé de faire avec l'aide de Russell. Et donc là, on a fait ça très très sérieusement, parce que je crois que Birmingham, c'était pas des grosses portes comme ça, c'était plus à la demande, quelque chose qui n'était pas aussi structurel. Je crois qu'il n'y a que 3 théâtres, dont 2 qu'il a fait, donc, qui sont avec des chambres d'écho par rapport à une boîte à chaussures. Le 3e, c'est ici. Donc ici, c'est quand même, sur le plan typologique, quelque chose de tout à fait unique. C'est-à-dire que ces grosses portes qui sont quand même assez impressionnantes quand on les voit tourner très très lentement et qui pèsent très très lourd, qui sont sculptées, et qui qualifient la salle même à certains moments avant, parce que c'est de là que sort une lumière rouge, et que finalement c'est ça qui caractérise aussi cette salle. Bon, ça n'existe pas. Ce qui a été fait avant, c'était beaucoup plus quelque chose qui était intégré. Donc le fait de gérer quelque chose qui a permis d'ailleurs une chose à laquelle je n'avais pas pensé initialement, mais dont on avait discuté aussi, c'est que Russell Johnson, à ce moment-là, a eu un contrat sur plusieurs années pour parler avec les chefs d'orchestre, pour savoir comment ils adaptaient un nouvel outil, finalement. Parce que c'est un outil de musique, c'est pour doser et pour savoir exactement comment, quelle inclinaison des portes, combien d'ouvertures, etc. Bon. Donc c'est quelque chose qui change évidemment le son et qui permet d'autres répertoires et d'autres interprétations. Donc pendant des années, 6 ou 7 ans, je crois, il a conseillé toujours il avait un contrat pour conseiller les grands chefs d'orchestre qui étaient là. Vous avez, pendant la période de construction, vous avez pu observer quelques particularités suisses de temps en temps pendant la phase de construction. Et une de ces particularités, vous avez déjà dit, c'est la démocratie suisse. Il y a eu un référendum sur les coûts de construction de 94 millions. Et vous avez aussi vous travaillez aussi dans des pays qui ne sont pas gouvernés par une démocratie. Quelle différence est-ce que ça fait pour un architecte pour son travail, si vous travaillez dans un pays démocratique, avec les référendums, avec tout ce qu'on trouve ici en Suisse, ou bien dans d'autres pays? Non, mais je crois que le problème de démocratie, ça dépasse le problème de l'architecture, évidemment. Bon, on voudrait en fait que les architectes soient des censeurs, ou soit des personnes qui jugeraient à chaque fois si tel pays, telle ville a droit à de l'architecture. Moi, je suis contre ça. Ouais. Bon, j'ai mes limites aussi. Le Front National, je ne ferai pas un truc pour quelqu'un qui est Front National en France par rapport à des petites choses comme ça. Mais par rapport à des grandes données territoriales, urbaines, sociales, les grands quartiers, tout ça, etc. Bon, l'architecture, elle est là pour longtemps, normalement.
il y a au moins une chose qui reste dans cette discussion écologique, c'est la notion de durabilité, qui n'est pas uniquement écologique au sens étroit, mais qui, selon moi, est double. Hein, c'est-à-dire, si vous voulez faire quelque chose qui économise beaucoup d'énergie, il faut qu'elle dure. Il faut pas changer. C'est pas quelque chose qu'on jette. C'est pas un petit truc. C'est pas un petit truc industriel qu'on prépare pour qu'au bout de 6 mois et 3 jours, il se casse parce que c'est prévu comme ça, comme certains iPhones ou des choses comme ça qui sont. Ça fait quelques jolis procès de temps en temps, mais c'est une façon de penser. Donc je crois qu'il faut absolument que l'architecture soit considérée comme une modification de notre territoire. Je crois que c'est déjà un phénomène territorial et culturel, et qu'il dépasse automatiquement les conditions d'un moment, qu'elles soient, même si elles sont jugées acceptables ou inacceptables. Bon, ça peut reculer peut-être un certain nombre de choses qui ne sont pas obligatoires, mais je ne pense pas que ça puisse annuler le fait de l'architecture et qu'on dise que parce qu'un pays est démocratique et est antidémocratique, il faut oublier le fait qu'il fasse de l'architecture pendant ce temps-là. Bon, c'est une difficile question, hein, je reconnais, mais je pense qu'il faut prendre ça comme quelque chose qui est transgénérationnel. Hein, quand on travaille pour une ville, pour un lieu, pour une culture, c'est pas lié aux quelques années qui vont suivre. C'est lié normalement à une durée qui ne nous appartient pas et dont on ne sait jamais combien un bâtiment il va rester. Et quand on fait des bâtiments symboliques, on sait très bien qu'ils ont beaucoup plus de chances de rester. Si vous faites une église ou une cathédrale, bon, vous vous doutez bien que c'est pas 5 ans après qu'on va la démolir parce qu'il y a une fuite. Ça ne se passera pas comme ça. Bon, donc il faut à chaque fois qu'on adapte cette architecture à un milieu vivant. Et il faut à chaque fois qu'on considère que ce qui est le plus ancien est souvent le plus significatif. Donc tout ce qui est de l'ordre géographique, territorial, c'est quelque chose qu'il faut protéger. Quand on commence à mépriser la géographie et tout ce qui est territorial, on voit ce que ça donne autour des grandes mégapoles aujourd'hui. On voit ce que ça veut dire avec les banlieues, c'est-à-dire que tout de suite, il y a un plaisir de vivre qui disparaît. Il y a, si on parle de la construction du Caca-Lys et Lucerne, il n'y avait pas que des succès. Il y avait plein de petites histoires, des histoires drôles, des moments difficiles. Quelles étaient les petites histoires desquelles vous vous rappelez encore aujourd'hui ? Oh, je me rappelle de certaines histoires quand même. Les histoires de cuivre, de faux cuivre, même le faux cuivre, c'est pas bien parce que c'est comme le cuivre, on va croire qu'on fait du cuivre. Je veux bien tout ce qu'on veut. Donc, toutes les discussions d'ordre écologique, quand elles rentrent dans des petits détails et dans des choses comme ça, ça devient quelquefois un peu cauchemardesque. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire du cuivre et qu'il faut polluer l'eau. Ouais. C'est pas ce que je dis. Mais ce que je veux dire, c'est que on prend comme ça une série de préjugements. Donc on a des préjugés sur le fait que certains éléments ne sont pas idéaux par rapport à leur idéologie d'abord. Autrement dit, c'est comme si vous faites du faux cuivre, c'est comme si c'est du cuivre, vous allez inciter à faire du cuivre. Donc, bon, c'est pas aussi simple que ça, je crois pas. Bon, mais je pense qu'aujourd'hui, penser une architecture en relation avec le territoire et avec la durée du temps, ça me paraît une chose très moderne. Pouvoir faire de l'architecture aujourd'hui qui se sert des lieux le plus longtemps possible, dedans, dehors, qui soit donc ouverte en général. C'est ce que je disais au début. C'est ce qu'on a fait ici déjà. C'est ce qu'on fait de plus en plus, ce qu'on essaie de faire de plus en plus maintenant. C'est de créer donc ces lieux
qui sont vivables dedans, dehors, entre les deux, et qui sont pris dans un milieu déjà. Autrement dit, l'architecture, c'est pas un objet en soi, c'est pas une chose en soi qu'on peut déplacer comme ça et qu'on peut. Bon, une architecture idéale ne peut pas exister si elle ne sait pas où elle est. Elle arrive là, mais elle n'est pas idéale. Oui. Bon. Donc il faut qu'elle soit en relation avec le contexte. Non, moi je suis un architecte contextuel, j'ai toujours dit et revendiqué depuis le premier jour, et je crois que c'est essentiel. C'est-à-dire que ce contexte, il est aussi politique, il est aussi économique, il est tout ce que vous voulez, mais faire une architecture sans contexte, et penser que c'est uniquement savoir si on le fait en forme d'étoile ou de quart de lune, bon, c'est absolument pas le sujet. Le sujet après, ce sera de savoir à cet endroit-là pour qui on le fait, comment ça peut donner un énorme plaisir de vivre à beaucoup de gens pendant très longtemps, et comment ça peut créer une adhésion et une façon de vivre qui est, sur le plan humaniste, quelque chose qui est constructif. C'est-à-dire ce sont des lieux qui incitent à chercher des formes de pensée, des formes de nuances. Donc je crois que là on rentre dans un domaine philosophique et c'est bien, et poétique. Une question qu'on a reçue, c'est sur le Premio Borromini, oui, que vous avez reçu, et pour le meilleur bâtiment du monde. Et vous êtes la première personne qui a reçu le Premio Borromini et la seule personne en même temps. Bien, le bâtiment, le prix a été donné une fois. Qu'est-ce qui s'est passé à ce temps-là, le Premio Borromini? C'était quoi l'histoire? Le prix, c'était une initiative de la mairie de Rome de créer un prix architectural qui se donnerait tous les 4 ans pour le meilleur bâtiment construit ces 4 dernières années. Alors c'était un prix pour le bâtiment, certainement aussi pour le meilleur bâtiment du monde. Voilà. Oui. Le meilleur bâtiment du monde à ce moment-là, jugé sur le plan architectural et sur le plan artistique, je dirais, on peut le dire comme ça aussi quand même. Ça a provoqué beaucoup de discussions, beaucoup de regrets, beaucoup d'amertume après. Et c'était formidable parce que la cérémonie elle-même était incroyable, parce qu'on était place du Capitole, installé là un peu comme ici, mais avec beaucoup de monde, avec juste derrière l'hôtel de ville le forum, avec la bibliothèque et les escaliers que vous connaissez, avec tout ça de Michel-Ange et tout ce qu'on veut. Bon, c'était les grands escaliers. C'était alors, un contexte spectaculaire. C'était vraiment spectaculaire et c'était fabuleux. Et j'ai compris au bout de quelques temps que finalement, ce prix, j'allais être le seul à l'avoir parce que le maire de Rome a décidé que c'était quand même très compliqué, qu'on se faisait beaucoup d'ennemis, je ne sais pas si c'est des ennemis ou qu'on contrariait, je dirais, un certain nombre de personnes. Et donc, le politique a décidé qu'il n'y aurait finalement qu'un prix Borromini, à moins qu'il y ait un maire de Rome qui arrive demain ou après-demain, et qu'il décide qu'il remet le prix Borromini sur le tapis. Voilà. Donc, pour le moment, en tous les cas, je suis tranquille, je suis le seul. et Lucerne est tranquille, parce qu'elle est la seule. Et Lucerne aussi, le seul bâtiment. C'est ce bâtiment, le meilleur bâtiment du monde pendant 4 ans. C'est pas un autre. Le seul meilleur bâtiment du monde. Hein. J'aimerais, qui de vous est architecte ou bien étudiant d'architecture? Il y a qui comme architecte? Wir haben alles Architektinnen und Architekten oder Architekturstudentinnen und Studenten. Oui, plein de personnes là. Si on parle de l'architecture en général, nous parlons d'une forme d'art très, très spéciale, d'une forme d'art unique. Quelles sont les particularités de l'architecture, et spécialement pour les jeunes architectes ici? Pourquoi spécialement pour les jeunes architectes? Pour tout le monde. C'est pas fait pour les jeunes architectes, c'est fait pour tout le monde. Alors dites-le pour tout le monde. Voilà, c'est fait pour tout le monde. S'il faut donner des conseils aux jeunes architectes, ça c'est encore une autre histoire.
Il faut en général faire très attention à ce qu'on dit, et il faut surtout qu'ils n'écoutent pas ça, sûrement. Je crois que leur meilleur conseiller, ce sera eux, dans ce genre de cas. Bon, pourquoi on parle de ça? Parce qu'on essaie de savoir quelle pourrait être la caractéristique de l'architecture en tant qu'art. C'est ça, si j'essaie de résumer votre pensée. L'architecture est mère des arts. C'est un art, et elle est mère des arts. Elle est mère des arts parce qu'elle accueille les arts. Elle accueille la sculpture à travers ses bas-reliefs et à travers toutes les sculptures qui ont été faites sur tous les grands bâtiments classiques depuis toujours, et à travers des sculptures qui sont faites spécialement pour le lieu. Elle travaille aussi sur tous les arts qui sont les arts pariétaux, par exemple. On pourrait dire que l'architecture, elle commence essentiellement par la couleur, avec les grandes grottes préhistoriques, qui étaient absolument incroyables, et qui étaient essentiellement, à ce moment-là, liées à la représentation et à la peinture sur les murs et sur les grottes. Donc à chaque fois, il faut trouver quel est le support de l'architecture, sur quoi il va s'appuyer. Donc il s'appuie sur tous les arts. Il essaie d'intégrer tous les arts. Donc ça veut dire aussi c'est la lumière, bon, automatiquement. Donc ça nous ramène aussi au gothique, à la lumière des vitraux, à la façon de prendre conscience du soleil qui tourne autour de quelque chose, quand même, parce qu'on ne peut pas mieux le sentir que ça. Donc toutes ces sensations-là, elles participent des autres arts. Bon, donc l'architecture doit toujours être un atout pour les autres arts, ou une opportunité pour les autres arts. Donc c'est comme ça qu'il faut la concevoir. Une architecture peut pérenniser des textes aussi, elle peut inscrire sur les murs, elle peut faire parler aussi, c'est une façon d'être, donc c'est une façon de vivre l'art. Si on veut vivre l'art, au lieu de le contempler, il vaut mieux être dans de l'architecture. Et si on veut faire en sorte que ce plaisir de l'architecture soit reconnu, à ce moment-là, ça voudrait dire qu'on pourrait essayer de faire de l'art pour tout le monde, que pour tous ceux qui auraient droit à l'architecture, qui devrait être tout le monde. Donc l'architecture, c'est pas uniquement un mode de construction, c'est pas uniquement une technique. Bon, il faut de la technique, il faut du droit, il faut de la construction après, d'accord. Mais le fond de l'architecture, c'est pas ça. L'architecture, c'est comment on va vivre pendant un certain temps quelque part. Et qu'est-ce qu'on va laisser comme image, ou comme progrès, ou comme invention par rapport à une histoire qui est connue et qui, en général, est respectée par des témoignages qui sont souvent architecturaux, parce qu'ils sont construits de telle façon que c'était pour défier le temps, les pyramides étant évidemment le premier exemple, mais il faut que l'architecture appartienne à ce monde culturel, ce qui n'est pas le cas actuellement. Je pense que pour la plupart des personnes, on peut faire un sondage, je suis sûr que l'architecture n'est pas un art. C'est devenu quelque chose, des bâtiments comme ça, qui sont quelquefois un peu bizarres, et on se demande pourquoi, et puis voilà. Bon, mais c'est pas ça. L'architecture, c'est de considérer que ce terme classique et ancien d'architecture mère des arts, c'est un devoir, c'est une éthique. Voilà, il faut à chaque fois qu'on le considère comme ça. Vous avez dit, derrière la scène, vous avez dit, je vous ai demandé est-ce qu'il y a la belle architecture, la bonne architecture. Vous avez dit non, il y a l'architecture et il y a la construction et des bâtiments. Oui, ça c'est autre chose, oui. C'est encore autre chose, c'est effectivement le fait de considérer qu'il y a beaucoup trop de choses qui se construisent et qui refusent d'être de l'architecture, en somme, et qui sont considérées par tout le monde comme de l'architecture.
Alors qu'il n'y a pas une seconde dans la réflexion pour construire la plupart des bureaux aujourd'hui où on puisse dire que c'est de la poésie et que quelqu'un se soit posé la question. Ça, les murs rideaux, ils sont répétés comme ça. Donc il y a une sorte de jeu de construction comme ça qui pollue notre planète et qui choisit ces lieux en général. Ce sont les lieux les plus vécus, c'est normal, puisque c'est là qu'on vit, c'est là qu'on construit. Mais ça, bon, c'est vraiment pas a priori de l'architecture, mais il faut le dénoncer aussi. C'est-à-dire qu'il faut dire, bon, à ce moment-là, on pourrait dire qu'il y a un certain nombre de bâtiments qui sont faits pour un certain temps jetables, je dirais. Bon, ça existe d'ailleurs. Mais il y a des bâtiments dont on sait qu'ils ne sont pas là pour longtemps. Mais pour la plupart, les bâtiments qui ne sont pas là pour longtemps, ils sont là. On avait dit que c'était pour 20 ans. Les HLM, ça fait 40 ans, 50 ans. Hein. Donc, c'est pas écrit du tout dessus. Donc, je crois qu'il faut garder l'architecture comme mère des arts, et il faut faire comprendre que cette mère des arts, elle ouvre la tête, elle ouvre les sensations, elle permet à ceux qui vivent ça et qui se rendent compte que ça existe vraiment, d'avoir une autre vision du monde et un autre plaisir du monde. Une question qu'on a reçue une vingtaine de fois de vous, c'était comment abordez-vous de nouveaux projets et idées pour créer l'architecture et pour ne pas créer juste des bâtiments ou des constructions? C'est quoi c'est une question de quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est que l'architecture. Bon, on a reçu 20 fois de cet auditoire. Non, mais je vais m'expliquer. C'est-à-dire que quelqu'un qui pense que l'architecture, ça se fait dans un bureau et qu'on peut faire un cube avec quelque chose qui est pointu et quelque chose qui est rond à côté et qu'on peut le répéter 50 fois ou 100 fois, c'est quelqu'un qui n'a pas compris ce que c'était que l'architecture. Bon, c'est tout. Donc l'architecture, c'est uniquement enrichir un lieu. C'est respecter d'abord, c'est approfondir et c'est révéler. Bon, et c'est à partir de tous ces atouts qu'on doit encore arranger les choses. Et qu'on va voir comment, à travers le temps, cette étape-là va être conservée, un peu changée peut-être, un peu améliorée aussi. Bon, mais c'est une conscience du lieu et de l'humanisme. Bon. Si on n'a pas cette conscience-là, il faut changer de métier. Ça c'est bien dit, j'aimerais bien jeter un coup d'œil sur l'avenir, sur les prochaines étapes de votre voyage et sur votre voyage architectural, sur vos prochains projets. En général, quelle direction prend l'architecture, pas les bâtiments, pas les constructions, ici en Europe? L'architecture européenne, je ne sais plus si elle existe. Il y a eu ce débat à un moment sur la ville européenne et sur le fait de continuer à véhiculer les modèles historiques. Il y a une architecture européenne, il y en a une, c'est sûr. Mais je pense que l'architecture européenne, elle s'invente comme le reste, elle se met en place, et je crois que le travail aussi sur l'architecture européenne, c'est un travail d'héritage culturel d'abord, et pas matériel uniquement, mais c'est aussi la façon de garder ces témoignages-là et de montrer ce que ça a voulu dire par rapport à ce qu'est l'Europe en tant que berceau de civilisation quand même. Donc, si on garde certaines caractéristiques européennes, quel sens peuvent-elles avoir aujourd'hui encore? Il ne s'agit pas de refaire du Haussmann aujourd'hui, ça ne fait pas automatiquement de sens, on ne saurait pas le faire de cette façon-là. Ce qu'on oublie souvent, c'est que quand on dit qu'on va refaire comme avant, on n'a aucun des moyens pour le faire. Parce que les techniques de l'époque étaient là, l'économie correspondait à ça, parce que c'était le matériau d'ici, etc. Maintenant, si vous voulez faire un vrai immeuble haussmannien comme un monument en chef des monuments historiques, ça va coûter une fortune, et ça ne correspond absolument plus à ce qui se faisait à l'époque. Donc, on peut garder des leçons, je dirais, de composition,
d'attitudes, de façons de vivre qui appartiennent à d'autres époques et qui appartiennent aux lieux dans lesquels on est, essayer de les prolonger. Mais surtout, ce qu'il faudrait, c'est garder le sens de ce qui est là, au lieu de considérer que c'est simplement dans le formol, hein, et qu'on n'a pas le droit d'y toucher. On n'a pas le droit de toucher à ça. C'est classé. D'accord, c'est classé. Bon, qu'il y ait des choses classées, il en faut. Mais il faut aussi surtout mettre en valeur ce qui est là. Il faut surtout redonner vie à ça. Donc il faut, à partir des monuments historiques, garder ce qui est essentiel, évidemment, ce qui a été fait pour Notre-Dame, d'ailleurs, est-ce qu'ils ont bien eu raison, mais pas considérer que tout bâtiment qui serait intéressant doit être conservé à 100%, et même si les usages ne peuvent pas arriver. C'est absolument contraire à la vocation du lieu initial. Bon. Donc, je pense que ce qu'il faut apprendre aujourd'hui, c'est un peu ce qui se passe à Paris actuellement quand même, c'est qu'il y a pas mal de bâtiments maintenant qui sont repris et qui sont complétés. Et d'ailleurs, dans l'histoire de l'architecture, la plupart des grandes compositions, elles sont faites en 5, 6 ou 7 fois, à travers les siècles. Donc il faut continuer. Ce matériau-là est une incitation à continuer. Pas à mettre dans le formol. C'est pas un élevage de poussière, c'est pas ça du tout. Alors, souvent, et depuis longtemps, dans notre patrimoine français en tous les cas, on fait de l'élevage de poussière. Si on parle de notre société, l'architecture crée des espaces pour la société. Elle peut réfléchir des besoins, peut refléter les besoins de notre population, de notre société contemporaine. Quelle impulsion pensez-vous que l'architecture pourrait ou devrait donner à nos sociétés ? L'architecture, elle doit faire comprendre que beaucoup plus de choses qu'on ne le pense, est architecture. Et que la terre, c'est une architecture. Et que la façon dont la terre s'est modifiée, c'est une architecture. C'est une architecture dont on hérite. Bon. Et à partir de là, il faut enrichir ce lieu. Et il faut le respecter et il faut l'aimer. Sinon on ne sait pas vivre là-dedans. Donc, l'architecture, ce n'est pas une maison qu'on construit. C'est pas ça. Elle appartient à quoi, cette maison ? Elle est où ? Elle est là pour combien de temps ? Elle est faite comment ? Par qui ? Bon, donc je veux dire, il y a quand même dans le monde, je dirais, 990% du monde qui est déjà architecturé. Il n'a pas été architecturé par les hommes automatiquement, mais il est déjà architecturé. Et 5%, je ne sais pas combien, qui ont déjà été architecturés par l'homme, dans des conditions qui sont sérieuses et qui font qu'elles ont changé des modes de vie et qu'elles ont créé des transhumances parce qu'on voulait aller les voir, etc. Bon, donc toutes ces choses-là, ça peut rester, il faut que ça existe. Mais l'architecture, c'est pas comment je vais faire une petite maison. C'est pas uniquement ça. Une petite maison, elle peut être petite ou grande. C'est une niche, c'est pas une niche. Elle peut être géniale, elle peut être idiote, comme n'importe quelle architecture immense. D'ailleurs, dans l'immense, ils se gênent pas pour le ridicule. Hein. Ils n'ont pas peur de ça. Bon, donc voilà. Ce que disait Jean Nouvel, de je ne sais pas combien, pour le 25e anniversaire. Bon, à tous les cas, ici, ça se passe pas mal. Hein. Oui. Ça se passe pas mal quand même. D'abord sur la conservation de la ville, et de la conscience de la ville, et du lac, et de ce qu'il y a autour. Donc il y a un plaisir d'être là qui correspond tout à fait à ce que je dis par rapport au paysage, aux montagnes, et à tout ce qui nous entoure, qui sont des exemples architecturaux, quoi. Si on parle, vous avez mentionné le 25e anniversaire du KKL, quels sont vos vœux pour la ville, pour le canton de Lucerne, à l'occasion de ce 25e anniversaire ? Écoutez, mon vœu, c'est qu'au 125e anniversaire, ça se passe aussi bien. Et peut-être mieux. Et si vous
si nous pouvions excenser un vœu pour vous, quel orchestre? On a parlé des chambres d'écho, on a parlé de la salle pour les musiciens. Quel orchestre et quelle musique vous procurerait le plus de joie dans la salle de concert du KKL? Dans la salle de concert? Dans la salle de concert ici. Oui. Quel orchestre, quel type de musique vous fait le plus plaisir? Les chants de l'extase. C'est quoi? Les chants de l'extase, c'est ça, hein? Ça s'appelle comme ça? Les chants de l'extase. Hein? Oui. C'est une musique du XIe siècle, je crois, qui est euphorisante. Ça me ferait plaisir. Hein? Ok. Ok. Parfait. Alors, bien. On a encore quelques questions de l'auditoire que je vous demande juste une réponse bref à ces questions. Ce sont 4 questions en total de l'auditoire qu'on a reçues plusieurs fois aussi. Quelle a été l'inspiration derrière le concept de couleur de la façade extérieure de la salle de concert? De la salle extérieure. De la façade extérieure de la salle de concert. Extérieure. La façade D'accord. devrait être extérieure. Non, parce qu'il y a eu des discussions sur la couleur de la grande salle. Hein. Je pense que la question s'adresse à la grande salle. Ça va être ça après, oui. Parce que c'était quoi la discussion à ce temps-là? La discussion... bon, il y a d'abord une discussion sur la couleur du bâtiment en soi. Hein, c'est-à-dire que qu'est-ce que voulaient dire ces couleurs rouge foncé, vert foncé, bleu foncé. Donc, j'ai dit ici, bon, finalement, je mets les couleurs qui me correspondent, quoi. C'est-à-dire que le vert foncé, c'est le vert bouteille. En fait, le Bordeaux, vous devinez ce que ça peut être. Donc j'ai cherché comme ça des couleurs assez évocatrices de certains plaisirs immédiats qui font qu'on se retrouve en relation avec une matière qu'on a envie de toucher et de revoir. Mais bon... Il y avait, parlant du couleur, ça c'est une des autres questions, le concept de couleur originale bleu-rouge. Oui, voilà, le bleu et le rouge, mais vous avez vu que c'est quand même pas le drapeau français. Hein. C'est pas le drapeau suisse. Oui, non, la question, ça continue. Est-ce que la question, le concept de couleur originale bleu-rouge est basé sur la psychologie des couleurs de Max Lücher à Lucerne? C'était ça l'inspiration ou le drapeau français? De quoi? Basé sur les couleurs de Max Lücher à Lucerne. Non, je crois pas. Moi, je connais pas les couleurs de Max Lücher. Alors la réponse, je ne sais pas qui a posé la question, mais la réponse est non, pas du tout. Et encore... ce sont vos questions, hein, juste pour que vous le sachiez. Hein. Y a-t-il des influences asiatiques dans le concept de couleur comme décrit dans le livre de Junichiro Tanizaki, Éloge de l'ombre? De quoi? J'ai pas compris. De qui? Non, l'éloge de l'ombre. De l'éloge de l'ombre? Ah oui, bien sûr, oui. Ben, l'éloge de l'ombre, c'est un formidable livre, oui, bien sûr. Absolument. Et est-ce qu'il y a eu des influences dans le concept de couleur ici, dans le bâtiment? Il y a une connexion avec Junichiro Tanizaki? Oui, non, mais je pense que l'éloge de l'ombre, c'est un livre absolument incroyable que tous les architectes ont absolument béni. Hein. C'est une façon de remettre en place les sensations qui est formidable. Oui. Mais c'est une culture qui n'est pas la nôtre, mais c'est formidable, c'est formidable. Il n'y a pas que nos cultures qui soient respectables. Hein. Je ne crois pas. Alors, ça, c'était vos dernières 2 questions. Et ça me donne le temps de dire merci bien, Jean Nouvel, d'être revenu à Lucerne pour le 25e anniversaire. Est-ce qu'il y a des vœux que vous avez pour nous, pour Lucerne?
Des choses particulières que non, vous il y a une aimeriez bien chose, qu'on regarde dans le on bâtiment. parlait de couleurs, là, il y a eu ce changement de couleur à la demande d'Abado, parce que je commençais sur des couleurs rouge et bleu, justement, un tout petit peu. La salle était blanche à ce moment-là. Et il me dit, mais peut-être que le bleu et le rouge, c'est quelque chose qui est quand même un peu trop présent, un peu trop... je lui dis, mais vous la préfériez plus claire? Il me dit oui. Mais je lui ai dit, vous voyez, là, elle est blanche, elle sera blanche comme ça. C'est ce qu'on va regarder la prochaine fois qu'on est dans la salle. Merci bien d'être venu chez nous. Merci bien d'être venu à Lucerne. Et je vous souhaite une super belle visite. Merci. Merci bien. Bonne nouvelle. Merci.